Oui. Très bien. Bonjour Daniel, donc tu es le second intervenant de nos rencontres. Donc je suis très content de t'accueillir à Bordeaux et après l'échange qu'on avait eu au mois de septembre, mais on va continuer un petit peu notre réflexion. Tu es un des animateurs de l'Institut de documentation et de recherche pour la paix, entre autres. Tu es chercheur et tu as été pendant quelques années aussi le président du mouvement de la paix. Donc, je suis très content de t'accueillir et tu vas nous parler un petit peu de droit humain à la paix, un outil pour l'émancipation humaine. Donc, je te passe la parole. À toi, Daniel. Merci Dominique, c'est un plaisir de venir à Bordeaux. La première fois remonte à un peu plus de 20 ans, lorsqu'on lorsqu'on causait beaucoup du BARP et du laser mégajoule, n'est-ce pas? Et je suis venu à ces rencontres il y a 5 ans, je crois, en 2018 ou 2019, après la publication de mon avant-dernier ouvrage. Donc aujourd'hui, on va faire un grand écart avec, un peu avec l'exposé que vous venez d'entendre. Hmm, on va parler de droit international. Je ne suis pas un juriste, même si j'ai fait 2 ans euh, avant ma retraite dans une fac de droit, mais je ne suis pas spécialiste de droit international, plutôt un praticien des relations internationales. Et je voulais donc aborder devant vous la question du droit humain à la paix. C'est une question qui m'intéresse. J'ai commencé de travailler dessus il y a une douzaine d'années. J'avais fait en 2012, j'avais fait un exposé à l'UNESCO à l'époque. Et en 2018, lorsque la Journée internationale de la paix du 21 septembre a été consacrée justement à cette thématique. Alors aujourd'hui, j'ai retravaillé. Je pense que c'est une des questions importantes à débattre. Je vous dirai pourquoi un peu à la fin. Et j'en parlerai aussi incidemment dans le débat qu'on va faire ce soir avec les amis du mouvement de la paix à 6 heures à 18 heures. Donc, c'est plus les questions politiques euh, générales sur la vision du monde que je vais donc aborder, ce qui est plus mon champ de travail, donner mon analyse sur l'évolution de ce concept, la place qu'il occupe, il devrait occuper dans les stratégies et actions de ceux qui veulent travailler à un monde plus sûr et plus pacifique. Alors, je vais faire un survol des, de l'évolution de l'émergence du droit humain à la paix. Donc, je commencerai directement en 1945, hein, l'événement d'importance qui va positionner de manière particulière les questions de droit international, c'est évidemment la création des Nations Unies et de la Charte des Nations Unies, qui, qui va être suivie 3 ans après, hein, le 10 décembre 1948, c'est pour ça que c'est le 80e anniversaire, de la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale, donc des Nations unies, qui est le premier document qui précise à l'échelle planétaire, hein, les droits fondamentaux de l'homme. Alors, il n'a pas de portée juridique en tant que tel, mais c'est une proclamation de droit, mais il a une valeur déclarative, mais il va constituer donc l'inspiration, la norme qui va produire de nombreux textes internationaux, des législations nationales. Il va être complété notamment par 2 textes importants, mais peu connus, en 1966, proclamé par l'Assemblée générale des Nations unies. C'est le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, qui sont votés le même jour de décembre 66. Pourquoi 2 textes? C'est parce qu'il y avait 2 débats politiques différents sur ces 2 textes, l'un touchant les droits individuels et l'autre des droits, ce qu'on appelle de deuxième catégorie, donc des droits collectifs. Et si le premier, donc, qui comprend les libertés classiques, qui protègent les particuliers contre les ingérences de l'État, a soulevé peu de questions, il découlait directement de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le second, euh, qui met en cause la responsabilité des États pour qu'ils assurent
le plein exercice des droits économiques, sociaux et culturels, y compris le droit au travail, le droit à la santé, à l'éducation, le droit à un niveau de vie, a soulevé évidemment de nombreuses réserves et de nombreux débats, vous en doutez. Ces deux textes aujourd'hui sont signés par à peu près 80% des États existants reconnus aux Nations Unies, c'est-à-dire autour de 172 à 175 États pour les deux. Donc, ils constituent quand même une forme presque de consensus. Donc, on a ces deux textes qui fixent donc deux catégories de droits, les droits individuels et les premiers droits donc collectifs. Et on a, dans ces années 60, on est encore du temps de la guerre froide, une poussée après la décolonisation, petit à petit une place plus grande des pays du tiers-monde, une poussée vers des droits qu'on appelle de troisième génération, qui en somme constituent des droits collectifs pour les peuples. Hein, les droits collectifs pour les peuples, pour les sociétés. Et alors, c'est une nouvelle catégorie de droits, c'est le droit à l'autodétermination, c'est le droit au développement, un environnement sain, à la paix. Donc, ils ont, dans l'esprit de ceux qui essayent de les faire avancer, de les promouvoir, ils ont le mérite d'assurer non seulement aux individus, mais aux sociétés. C'est derrière, on est dans ces années 60, c'est les années post-coloniales, post-décolonisation. Hein. Donc des droits consolider du moins les droits de première et deuxième génération dans des pays qui sont en voie de consolidation démocratique, on va dire. Et c'est à ce moment, dans la foulée de ce mouvement d'idées des années 60-80, que va apparaître, poussée par un certain nombre de pays, la notion que la paix est un droit, doit être un droit collectif. Et ça va se traduire par un premier texte, une première avancée en 1984, donc encore dans la guerre froide, hein, par la Déclaration des Nations Unies de 1983 sur le droit des peuples à la paix. On est donc dans le droit des peuples à la paix, qui lui aussi est un texte déclaratif, il n'y a pas de valeur normative, mais qui montre un peu de locomotive. Elle reconnaît que la promotion de la paix, d'une manière générale, est indispensable à la pleine jouissance de tous les droits humains à l'échelle d'un pays. Et je vous cite seulement les deux premiers articles. Hein. La contribution que je donnerai pour publication fournira toutes les références complètes, les textes auxquels je fais allusion. Les deux premiers articles, le premier, c'est proclame solennellement que les peuples de la Terre ont un droit sacré à la paix. Et le deuxième déclare solennellement que préserver le droit des peuples à la paix et promouvoir la réalisation de ce droit constitue une obligation fondamentale pour chaque État. Alors après, comment, hein, qu'est-ce qu'on en tire en application? Bon, on aura, je pense, quelques questions ou interrogations qui viendront tout à l'heure. Et c'est dans ce cadre, dans le droit des peuples à la paix, que va avancer une idée complémentaire, plus fine, plus profonde, la question d'un droit humain à la paix. C'est donc très différent, c'est-à-dire là, on parle humain, donc on parle individu. Alors comment ça se passe? C'est un ensemble, c'est un mouvement d'idées. Bon, d'abord, on peut dire que la question qui est liée fortement à la question de la sécurité, bien sûr. Sécurité des peuples et sécurité des individus. La sécurité des peuples, disons que c'est un lieu commun de dire que une formule fait consensus, c'est qu'être en paix, c'est être en sécurité. C'est le consensus de base. Et le lien paix-sécurité est très visible dès le départ, dès 1945, au sein des Nations Unies, dans la Charte des Nations Unies, puisque l'expression maintien de la paix et de la sécurité internationale est une expression qu'on trouve au moins une vingtaine de fois dans le texte de la Charte des Nations Unies. Donc, paix et sécurité, on est d'accord, c'est lié. Mais en 1945, c'était vraiment, et ça allait pour une part encore aujourd'hui, la définition de la sécurité repose essentiellement
sur des aspects militaires. On va pas prendre les exemples actuels, hein. Je vous les laisse pour votre propre réflexion, hein. Mais ce qui explique le succès de bon sens apparent, je dis bien apparent, de la maxime, si tu veux la paix, prépare la guerre, si se pacem, hein, parabellum. Mais cette conception classique de la sécurité conçue uniquement dans sa dimension militaire a beaucoup évolué après la fin de la guerre froide. Elle a beaucoup évolué dans les années 90, d'abord parce qu'il y a des nouveaux conflits qui éclatent, notamment dans l'ex-Yougoslavie, par exemple, des conflits souvent qui ont une dimension infra-étatique, hein. On est aussi dans des années qui connaissent, des décennies, qui connaissent un certain nombre de crises économiques qui mettent en cause la stabilité du système, hein. Bon, vous l'avez évoqué, mais il y a la crise monétaire au Japon, il y a la crise du pétrole dans les années 70, avec des questions qui sont considérées par certains comme des menaces nouvelles, donc l'approvisionnement pétrolier, et puis il va venir d'autres catégories de problématiques ou de menaces concernant l'environnement, donc les premiers débats sur la couche d'ozone, et on va avoir des nouvelles questions qui sont considérées aussi comme faisant partie des risques pour la sécurité des peuples. C'est des questions sociétales. Du fait de certains de ces conflits infra-étatiques, on a une explosion du nombre de réfugiés ou de déplacés, on va avoir, on constate le développement, par exemple, de pandémies à l'échelle planétaire qui semblent être nouvelles par rapport à d'autres comme le sida, etc. Donc, ces nouvelles menaces amènent à élargir les notions de sécurité. Et donc, on voit apparaître des nouveaux vocabulaires qu'on ne voyait pas avant les années 70. On va parler de sécurité environnementale, de sécurité sociétale, de sécurité économique. Il y a une idée que la sécurité, à l'échelle des relations entre les États, devient globale. On a une définition intéressante en 1992, au sommet de Rio, de Rio de Janeiro, qui est un des premiers sommets sur l'environnement, et les ONG qui sont présentes, c'est aussi dans les premiers sommets de l'après-guerre froide qui voient la participation en masse d'ONG. On va avoir 1500, 2000, 3000 ONG en parallèle. Et elles disent que la sécurité ne doit plus être définie exclusivement en termes militaires, mais de la manière la plus large, englobant la sécurité personnelle, la sécurité des lieux où tous les besoins de base devraient être satisfaits. De ce type de sécurité ne peut être atteint que si la justice existe à l'intérieur de chaque société et entre les sociétés de la planète. Alors on voit bien que dans cette définition, l'originalité, c'est qu'on ne parle plus seulement des États, on parle des individus. Et c'est comme ça que va naître, sous l'impulsion, la pression d'ONG et d'États du tiers-monde pour aller vite, un nouveau concept de sécurité qui va être qualifié de sécurité humaine. Et les recherches qui sont effectuées notamment par le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, vont travailler sur les fondements de ce concept de sécurité humaine autour de 4 caractéristiques, son universalité, l'interdépendance des éléments de la sécurité humaine, c'est-à-dire que la famine, le développement des personnes, la pollution, le terrorisme, les conflits ethniques, il ne faut pas les considérer seulement de manière isolée, mais ils sont en relation, ils ne sont pas circonscrits à des frontières nationales. La troisième caractéristique de ce qui avançait à l'époque, c'est que la sécurité, évidemment, se prononce par la prévention des conflits, et à la différence de la notion de sécurité qui prévalait jusqu'à présent au niveau des États, qui était ce qu'on appelle le concept de sécurité collective, où chacun donc est en lien avec l'autre et garantit sa sécurité. Et dans la même période des années 90, ce concept de sécurité humaine va être enrichi par les débats
qui naissent autour de la naissance d'un nouveau concept, c'est celui de culture de la paix. Alors, ce concept de culture de la paix est beaucoup porté à l'époque par l'UNESCO et par son directeur de l'époque, l'espagnol PAF, hein, Federico Mayor, hein, qui pousse donc au travail avec des équipes d'intellectuels, d'universitaires sur le concept de culture de la paix. Et lui-même, il va pousser à essayer de faire avancer le concept de droit de l'homme à la paix. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais avec le concept de culture de la paix, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que on aborde une vision globale de la paix, là aussi, hein, comme la sécurité globale, une paix globale autour de 8 champs d'action hein, qui sont avalisés par une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU en 1997, hein, qui comporte à la fois l'égalité entre les hommes et les femmes, la participation démocratique, le développement durable, les droits de l'homme, la circulation de l'information, etc. Et donc qui définit la paix dans ces deux dimensions à la fois collective et individuelle. C'est donc que dans ce débat d'idées euh, que des notions avancent et en même temps, on le verra au début du siècle, hein, après les attentats de New York de 2001, après la guerre d'Irak, les problèmes, les relations internationales malgré ça, reste marqué fortement par la violence, un niveau de violence dans les conflits. On a donc une contradiction, alors que d'un côté, il y a des réflexions qui avancent pour considérer autrement les questions de la guerre et de la paix, les considérer de manière plus globale. Le rapport de force, la persistance du rapport de force dans les rapports internationaux empêche finalement les hommes et les femmes d'en bénéficier. Et en somme, se pose la question comment permettre à chacune et chacun sur la planète de faire valoir son droit à la sécurité humaine. C'est comme ça que naît donc l'idée de droit humain à la paix. Alors, je vais parler de l'UNESCO donc, et de Mayor autour du débat sur la culture de paix. Là, il y a une première tentative menée par celui-ci, justement, dans ce débat, d'introduire la notion de droit de l'homme à la paix. Il propose, il fait travailler, il fait mettre en débat un texte dont les premiers articles, on en donne seulement 3. Il y en a un qui dit le droit de l'homme, de l'être humain à la paix constitue le fondement de la culture de la paix. Tout être humain a le droit à la paix qui est inhérent à sa qualité de personne humaine. La violence sous toutes ses formes est intrinsèquement incompatible avec le droit de tout être humain à la paix. Bon, il lance ça dans le débat, il sera complètement ratatiné, on peut le dire, par les dirigeants politiques des plus grandes puissances, hein, États-Unis, France, Russie, etc. Il doit retirer ses propositions des débats de l'UNESCO. Seul restent donc les questions autour de la culture de la paix qui seront donc validées par l'Assemblée générale des Nations unies. Alors, le travail sur la culture de la paix va se poursuivre autrement. Il va se poursuivre en dehors de l'UNESCO, dans les milieux universitaires, et notamment les milieux universitaires espagnols, puisque Mayor encourage un certain nombre de gens qu'il connaît bien, hein, de chercheurs qu'il connaît bien, et ça va se produire au sein de la Société espagnole pour le droit international et les droits humains, qui va donc, dont les travaux, qui se poursuivent plusieurs années, vont déboucher en 2006 une proposition de texte qu'on appelle la Convention de Luarca. Luarca, c'est les Asturies, hein, c'est une ville universitaire des Asturies, si je ne me trompe pas, hein, et qui fait donc une première proposition de texte, une première proposition de convention posant donc les caractéristiques du droit à la paix. Et notamment, donc, elle énumère très vite plusieurs droits: le droit à l'éducation à la paix, le droit à la sécurité humaine et à la vie dans un environnement sûr et sain, le droit au développement en environnement durable, le droit à la désobéissance et à l'objection de conscience,
le droit à la résistance à la résistance et à l'opposition à l'oppression, et le droit au désarmement, le droit à la liberté de pensée, d'opinion, etc. Donc ce texte va être même complété, on est en 2006, il est complété par une deuxième déclaration en 2010, la déclaration de Santiago, qui complète ce texte et qui va en somme servir de base à un lobbying d'associations qui travaillent sur le droit international, qui vont essayer de le faire valiser au sein des Nations Unies. Alors, il y a un travail qui est fait, il y a un accueil relativement favorable à la Commission des droits de l'homme, qui siège à Genève, hein. Et après 2010, le débat va venir au sein de l'Assemblée générale, mais il va venir d'une manière totalement édulcorée et soumis à la pression des gouvernements, si bien que un texte est adopté en 2016, une résolution sur le droit à la paix, et non pas le droit humain à la paix. Droit à la paix, ce qui veut dire, dont les deux premiers articles, sous les lits, l'article premier, chacun a le droit de jouir de la paix dans un contexte où tous les droits de l'homme sont promus et protégés, où le développement est pleinement réalisé. Et l'article 2, les États devraient respecter, mettre en œuvre et promouvoir l'égalité et la non-discrimination, ainsi que la justice et la primauté du droit, et veiller à ce que chacun soit à l'abri de la peur et de la misère en tant que moyen de consolider la paix au sein des sociétés. Alors, on voit bien que là, on est la définition, hein, un minimum, hein. Et donc le texte qui est adopté ne fait pas consensus au niveau des organisations de droits de l'homme, estime évidemment qu'il n'y a pas de vraie définition d'un droit humain à la paix, qu'il n'y a pas de définition de ses conditions, etc., qu'elles le sont de manière très très vague et indirecte. Et il y a quand même un désaccord aussi au niveau des États, parce qu'il y en a une majorité 130 qui se prononce pour ce texte, mais il y en a 35 qui votent contre, parce qu'ils pensent qu'il, quelque part, il va trop loin. Ça met quand même indirectement en cause le pouvoir des États. Et dans ces pays, il y en a, et la France et les États-Unis. Donc c'est un relatif échec, hein, et alors que c'est porté donc, par les ONG, c'était soutenu aussi au niveau de l'Organisation des Nations Unies par le secrétaire général. Donc, et il y a un effort pour essayer de maintenir ce débat sur le droit humain à la paix sur la table, hein, comme on dit, hein. Et en 2018, ça explique que le secrétaire général des Nations Unies, le nouveau secrétaire général, le portugais Antonio Guterres, arrive à faire que le thème de la Journée internationale de la paix du 21 septembre porte sur le droit humain à la paix, ce qui va provoquer des débats un peu, hein, d'une sensibilisation relativement limitée quand même, mais un peu. Et du côté des organisations de juristes et d'ONG, le travail continue. Il y a une réunion à Genève où d'experts, d'organisations, qui réunit plusieurs centaines d'experts et d'organisations, qui estiment que la résolution de l'ONU de 2016 est insuffisante, qu'il faut la compléter. Et ça va servir donc aux juristes espagnols de republier un nouveau texte, qui est le dernier connu sur la table, en 2019, donc une déclaration universelle sur les droits humains, qui est un texte encore plus élaboré, qui essaye de détailler le cadre, le contexte, les ayants droit, etc., d'un droit humain à la paix, et qui est le texte qui aujourd'hui circule dans les couloirs. Alors, j'ai fait cette historique pour montrer quoi? Pour montrer que, c'est pas le débat sur le droit humain à la paix n'est pas sorti de rien, il est sorti d'autres débats, d'autres réflexions. Deux, que c'est un débat profondément politique qui se heurte à des obstacles que je vais essayer de donner maintenant. Alors, très vite, parce que je vois que l'heure passe quand même, je rappelle que le contenu,
le contenu, quelques éléments du contenu proposé du droit humain à la paix. Donc, j'ai parlé du droit au désarmement. Hein, donc, en gros, les articles qui sont proposés, c'est tous les États ont l'obligation de se désarmer progressivement et de supprimer leurs armes de destruction massive. Le droit à l'éducation, à la paix, aux droits de l'homme. Tous les individus et peuples ont droit à une éducation complète à la paix. Le droit à la sécurité humaine, toute personne a droit à la sécurité humaine, y compris la libération de la crainte et de la misère. Le droit de résister à l'oppression, le droit au développement et à l'environnement. Alors, en quoi, ça sera ma dernière partie, en quoi, disons que la bataille pour promouvoir un droit humain à la paix est peut-être un levier pour l'émancipation humaine, pour moi, pour plusieurs raisons pour moi. D'abord, parce que par l'originalité de ce droit, c'est un droit qui n'est pas un droit unique, c'est ce qu'on appelle un droit médiateur. C'est-à-dire qu'il permet la médiation entre différents droits, parce que son objet, la paix, permet de réaliser ou au contraire d'entraver d'autres droits. Hein. Certains droits ne peuvent pas être réalisés s'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de paix, ou être fortement ralenti. Bon, le droit de liberté, le droit à l'éducation. Hein, bon. En même temps, ces droits, en somme, ne peuvent pas s'exprimer complètement, y compris les droits politiques, sans la paix ou sans suffisamment de paix. Dans tout pays en guerre, il y a forcément restriction d'un certain nombre de droits. La deuxième euh, originalité du droit à la paix, c'est que c'est un droit où la finalité et la mise en œuvre sont liées. Parce que on ne peut pas mettre en œuvre le droit à la paix, on ne peut mettre en œuvre le droit à la paix logiquement que par des méthodes pacifiques. Sinon, il entre en contradiction avec lui-même. Hein, ce qui peut avoir des conséquences très intéressantes. C'est-à-dire que même pour faire respecter ce droit en termes pénal ou etc., si on imagine des formes pénales et tout, là aussi, ça veut dire que les formes de punition, pénalisation, etc., devraient prendre en compte cette dimension. Donc, elles devraient donner la priorité aux médiations, aux conciliations, etc. Bon, je ne développe pas. Hein. La troisième chose, c'est, je pense, un droit qui a un contenu qu'on peut qualifier de révolutionnaire, parce que pourquoi? Parce que le droit à la sécurité, le droit au désarmement, le droit de s'opposer à la guerre, c'est partout des remises en cause à chaque fois des pouvoirs. La, la guerre, hein, les politiques d'armement, les politiques de sécurité sont des politiques des États, et des États qui les considèrent comme des privilèges exclusifs. Donc, toute contestation de ces politiques est automatiquement une contestation de structures de domination hein, étatique, gouvernementale. Elles peuvent renforcer d'autres exigences. Par exemple, indirectement, la conséquence de l'action pour le droit humain à la paix forcément pose la question de structures internationales qui correspondent à ces buts. Donc, ça ne peut aller que dans le sens du renforcement de la lutte pour le renforcement des structures multilatérales, comme les Nations Unies. Si on prend le droit au désarmement, le droit au désarmement figure déjà de manière indirecte dans des textes internationaux. Il figure dans la Charte des Nations Unies. Parce qu'il y a un article qui est, à mon avis, un des articles les plus sous-estimés, les moins popularisés, c'est l'article 26. L'article 26 dit « Pour favoriser le maintien de la paix, en ne détournant vers les armements que le minimum des ressources humaines et économiques du monde, le Conseil de sécurité est chargé d'élaborer des plans qui sont soumis aux membres des Nations Unies pour établir un système de réglementation des armements. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire que donc le maintien de la paix ne peut aller qu'avec un minimum
d'affectation de dépenses pour des armements et sous-entendu le maximum pour des besoins utiles. Hein, c'est l'article 26. Il a celui qu'on utilise le moins, parce que si on en tire la leçon, évidemment, ça veut dire qu'aujourd'hui, comment expliquer qu'on correspond à cet article 26 le fait que depuis la fin de la guerre froide, les dépenses militaires mondiales ont été multipliées par 2,2. 1000 milliards en 89 de dollars par an, 2200 milliards l'année dernière. Hein. Bon, je vous laisse, on n'a pas le temps de développer plus. C'est donc le droit, même le droit de s'opposer à la guerre. Hein, il reprend donc l'objet du droit à la sécurité, mais indirectement, il contient le droit de s'opposer à la promotion de la guerre. Déjà, c'est contenu dans le Pacte international des droits civiques et politiques de 1966. Il y a un article 20 qui dit « Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi ». Bon, n'est-ce pas? Hein? Ah, mais c'est merveilleux, le droit international, c'est merveilleux. Bon, ça va, hein, je vous l'ai donné sur un plateau. Hein, je vous l'ai donné sur un plateau. Donc, c'est la dernière dimension. En somme, l'action pour la promotion d'un droit humain à la paix, c'est en somme un générateur d'action citoyenne, quoi, potentiellement. Voilà, c'est en son sens que je pense qu'il s'inscrit dans l'objet du colloque de cette année. Hein? Donc, ça m'amène un peu. Alors, si, c'est un droit, donc, pour la stimulation de l'action citoyenne, et je pense il commence à y avoir quelques exemples qu'on pourrait pousser donc les choses. Par exemple, il y a eu des exemples d'action. En 1992, par exemple, il y avait eu un modèle d'organisation qui avait signé en justice certaines sociétés d'armement, d'associations, Thomson CSF, etc., hein, parce qu'elles vendaient des armes à des pays sans vérifier leur politique, si leur politique militaire était contraire ou pas aux droits de l'homme. Et à l'époque, la Cour de cassation leur avait donné raison. Il y a un deuxième type d'action de ce genre, par exemple, qui a été mené en 92 par rapport aux ventes d'armes à l'Arabie saoudite, alors qu'il y avait la guerre du Yémen et l'utilisation de certains armements dans cette guerre. Donc, en conclusion, le droit humain à la paix, donc, est issu pour moi, d'une longue lutte pour l'émancipation humaine, hein, au moins depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme, mais bien avant, mais ce n'était pas l'objet aujourd'hui. Il bénéficie dans l'opinion de soutien divers à l'échelle internationale depuis le début. Par exemple, le pape, le Saint-Siège, s'est prononcé à plusieurs reprises. On voit que les pays dits développés sont ceux qui sont les plus réticents, et la diplomatie française en est un. Donc, ça supposera une longue campagne d'opinion, une campagne de longue haleine. Pourquoi je l'ai présenté? Pourquoi, à mon avis, c'est important aujourd'hui, en 2022? Alors, j'ai presque envie de vous dire, c'est comme pour les séries en 2 épisodes. Hein. Vous le saurez dans le 2e épisode tout à l'heure, dans ma conférence sur la situation pour la paix. Hein. C'est qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a une réflexion nouvelle à mener si on veut vraiment, que beaucoup disent, renforcer le camp de la paix. Il y a une autre manière à prendre le droit international pour s'en servir, pas seulement d'une manière juridique ou administrative, mais liée à l'action citoyenne. Et je pense qu'il y a une réflexion à avoir aujourd'hui pour repenser un certain nombre de questions à la lumière des évolutions de la situation internationale dans les 10 dernières années. Voilà, donc on reste dans les temps. Merci Daniel.
Alors, je vous présente Nicole Lavallée, qui est présidente du comité girondin du mouvement de la paix et qui va être un petit peu discutante de l'intervention de Daniel. Donc, si tu veux... Non, je ne sais pas. Allez, bien. Tu te rapproches de Daniel. D'accord, d'accord. Ok. C'est quoi ça? Et on t'écoute. Non, c'est quelqu'un qui est connecté, si tu veux. Mais bon, après, vous inquiétez pas, ça ne change rien de la différence. Les journalistes se lancent tout. Oui, oui. C'est ça, il y a une C'est une corde. contre-offensive. Hein. C'est pour la suite. Attends, Nicole. Oui, bien. Donc, effectivement, je suis présidente du mouvement de la paix Gironde. Et l'exposé qui vient d'être fait. Plus fort pour Ah, que ça pardon. s'entende là-bas. Oui, l'exposé qui vient d'être fait est un exposé qui pose énormément de questions sur le droit humain à la paix et sur le droit international. Car la situation, hélas, n'est pas le reflet de ce qui a été mis en proposition, en décision par les Nations Unies. On s'aperçoit que ce droit international qui était proposé est effectivement ce qui devrait être, mais que dans les faits, les puissances des États, les problèmes qui se posent au niveau des territoires, de la défense des territoires, les problèmes qui se posent encore sur la colonisation de territoires, les problèmes qui se posent et qui vont se poser par le climat, les problèmes qui se posent par les pays qui veulent sortir du sous-développement, tout ça montre qu'on a encore beaucoup de choses, d'actions, de choses à faire. Et on se pose la question, mais alors, quels États pourraient prendre en compte tous ces droits qui sont nécessaires pour la justice sociale, la paix, une vie meilleure dans ce monde, et pour ne pas aller vers une destruction de l'humanité, notamment par des armes nucléaires, dont effectivement il y a eu un traité d'interdiction des armes nucléaires, mais dont les puissants n'ont pas, les puissances nucléaires n'ont pas signé. Donc la place de l'action est importante. Mais je crois que dans ce que tu as dit aussi, ce qui est intéressant et ce qui est révolutionnaire, c'est la culture de la paix. Et à cette culture de la paix, comment on peut développer la notion de paix. On le fait, nous, au niveau des écoles, mais comment, dans le temps, on peut, disons, faire en sorte que les gens prennent racine, comme les arbres de la paix que l'on plante. Donc, voilà un petit peu moins les questions que je me pose, et j'irai pas plus loin parce que je laisse la place à la discussion, et je crois que c'est celle-là qui est importante pour nous. Oui, ta remarque, évidemment, elle, elle reflète. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a une frustration de plus en plus importante, d'une part de l'opinion publique, soit dans on va dire aux deux extrêmes, hein, soit d'une manière intellectuelle dans les gens les plus évolués, hein, mais en même temps d'une manière aussi de masse. Dans des trois quarts des pays du monde, et, les pays en bas de développement, les puissances émergentes, de voir que il y a des textes, il y a des lois qui ont du mal à s'appliquer et qui existe un phénomène souvent de double standard, c'est-à-dire que les règles de fonctionnement des relations internationales reposent
encore beaucoup sur des questions, sur des rapports de puissance. Alors, il y a une remarque quand même qu'il faut avoir tous, hein, c'est que le droit international dans son développement, c'est un phénomène récent. Le droit international prend son développement essentiellement après la Deuxième Guerre mondiale. Il existe quelques conventions avant la Deuxième Guerre mondiale, notamment humanitaires, par exemple, avec les conventions de Genève des années 20, qui vont traiter des conséquences de la guerre sur les blessés, les prisonniers, enfin, etc., hein, qui sont parmi les choses les plus importantes. Il y a quelques conventions commerciales du début donc, des années 1900 sur le droit de la mer, etc. Il y a un mouvement qui se passe, pardon. Il y a des conférences internationales de la paix à La Haye avant la Première Guerre mondiale, mais globalement, c'est la création des Nations Unies qui crée le droit international au travers de la création des multiples agences, du fait d'abord d'un texte juridique suprême, qui est la Charte des Nations Unies, qui est le texte de référence suprême, hein, puisqu'il est adopté par l'ensemble de la communauté internationale. Il faut toujours avoir ça en tête, hein, parce que on est dans un monde où, au point de vue des relations internationales, il n'y a pas de bon Dieu. Il peut y en avoir un, à chacun, à chacun d'y réfléchir. Mais au niveau des relations internationales, il n'y a pas de bon Dieu. Il n'y a pas il y a pas de maître d'école pour punir et donner la fessée aux mauvais élèves. On vit dans un monde comme ça. Hein, et il peut y avoir un gros costaud qui veut, dans les cours de récréation, qui veut, lui, faire sa justice lui-même, mais c'est pas le maître d'école qui. Voilà. Et la construction, donc, des relations internationales s'est développée. Vous savez, un pays comme la France, aujourd'hui, combien est signataire, combien de traités internationaux, à votre avis? Hein, ouais. Allez, je vous dis 30 000. À la louche, hein, on parlait d'approximativement, là, d'une formule, hein, approximativement 30 000. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un tissu, non, il s'est créé un tissu de relations, de traités, et notamment aussi alors sur toutes les questions, hein, de la paix à la météo, à la santé, etc., hein, mais aussi sur les questions de la paix extraordinaire. On a une sorte de filet, hein, de protection. Mais dans ce filet de protection, il faut bien voir, il y a cet ensemble, ces structures autour du système onusien. Alors, on dit l'ONU ne fait pas, mais il faut savoir quand c'est l'ONU qui fait ou quand c'est des grandes puissances au niveau du Conseil de sécurité qui ne font pas sur une décision. Et ça, c'est pas sans importance, par exemple, sur l'actualité d'aujourd'hui. Hein. L'ONU ne fait rien au Moyen-Orient, ouais. Il y a quand même 120 gars salariés de l'ONU qui s'en fait descendre. Ah, hein, je le dis parfois pour rappeler. Par contre, ceux qui ne font rien, c'est-à-dire les grandes puissances du Conseil de sécurité, directement, c'est pas eux qui, voilà, hein, qui se font descendre. Il faut toujours avoir des choses. Donc, moi, je pense qu'on est dans une situation où la question, c'est comment faire comprendre qu'on est, c'est l'idée que je défendrai ce soir, qu'on est dans une situation différente de celle de 1945, qu'aujourd'hui, on commence à prendre conscience qu'on est on peut dire soit dans le même bateau, soit dans la même maison, hein, dans une maison commune, ou dans un même bateau, et que si on coule, si quelqu'un essaye de faire couler le bateau, de toute façon, tout le monde coulera. Hein, ou si quelqu'un essaye de mettre le feu à la maison, c'est toute la maison qui brûlera, et qu'il n'y a pas d'autre maison à côté. Hein, voilà. Allez. En 1914 disait les Européens sont des voisins qui, pour régler un conflit de voisinage, ont mis le feu à l'immeuble. Donc il y avait déjà une conscience, alors à l'échelle européenne. Oui, c'était à l'échelle européenne. Aujourd'hui, la grande caractéristique qui est compris, y compris par la jeunesse, c'est ça le débat aussi, y compris par la jeunesse, c'est qu'on est dans le même bateau. Hein, et donc, le problème climatique, réchauffement climatique, tout ça. C'est le brouillage des médias, des industries médiatiques au sein des grands groupes financiers et autres, qui brouillent totalement le message. C'est-à-dire qu'il y a quand même par rapport à la réception du discours de l'ONU, par rapport aux citoyens, et on parle bien de citoyenneté, l'action citoyenne est difficile
à part au niveau des militants où on se réunit, où on parle, etc., parce qu'il y a un brouillage du discours qui est fond et qui est maintenant mondialisé. Donc là, il y a quand même un vrai souci. Deux questions. Non, mais c'est... Hein, Deux questions. et mais c'est ce que je viens de te dire. Deux questions. Pas des grands groupes. Deux questions. Pas parler des médias. Daniel répondra et puis on passera à l'intervenant suivant parce qu'on est contraint un peu par les horaires. Ah, d'accord. André. Non, mais Non, mais c'est juste qu'il peut répondre. juste pour m'excuser de ne pas être à la conférence de ce soir, quand même, moi je trouve rafraîchissant ce magnifique enfin, Oui, on a compris. magnifique construction du droit On me l'a déjà international dit. avec la totalité là. J'y vois quand même, bon, et ça fait quand même plaisir d'entendre ça plutôt que de être uniquement devant les destructions de Gaza et la guerre d'Ukraine. Mais il y a quand même, à mon avis, au moins une contradiction dans ce schéma. C'est à la fois de dire qu'il y a que le droit à la paix doit se faire en se battant avec des moyens pacifiques, et le droit à la résistance ne sera pas forcément pacifique, puisqu'il y a aussi le droit à la résistance armée, et parce qu'on ne voit pas très bien dans un certain nombre de circonstances comment simplement la résistance non violente permettrait d'obtenir la solution. Jean-Marie. Ah, pardon. Et après Daniel qui Oui. répondra à vos questions. Il y a une partie de ma question qui rejoignait un peu ce que vient de dire André, mais je voulais d'abord en poser une autre. Est-ce qu'on peut analyser aujourd'hui la conflictualité dans le monde qui est générale comme une conflictualité entre États uniquement, au sens où on l'entendait depuis Westphalie, hein, 1748. Est-ce que, bon, pour reprendre l'exemple, Israël ne fait pas la guerre à un État, puisqu'il n'y a pas d'État en face. Bon, donc, il y a une forme de conflictualité qui échappe à ce schéma-là. Et puis, pour prendre un exemple d'une autre guerre qui, à mon sens, est significative, qu'est-ce qui se passe à Dubaï en ce moment? Ce sont les entreprises. Il y a 1000 entreprises, pour la première fois, qui sont présentes à la COP et qui font la pluie, le beau temps, si je peux dire. Ça devient un marché. Qui font leur marché. La COP, ça devient un marché. Voilà. Et donc il y a des formes de conflictualité. Alors, qu'est-ce que tu penses de la thèse, justement, de Bertrand Badi à ce sujet? Parce que lui, il développe à fond cette thématique-là, qui me laisse aussi un peu insatisfait, parce que je me dis, il tire peut-être le bouchon dans l'autre sens en disant qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris sa thèse, c'est la conflictualité, elle met en œuvre les sociétés civiles. Elle est sociale. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà. Oui. Bah, bon, je suis d'accord à 70% avec 80% avec Bertrand Badi. Bertrand Badi. Moi, ce qui est clair, je ne l'ai pas abordé parce que ce n'était pas tout à fait le sujet langue. Une des caractéristiques de la situation, c'est qu'on est dans un monde qui a évolué, qui est devenu 10 fois, 100 fois plus complexe qu'il l'était il y a 80 ans. D'un monde qui était d'une contradiction d'État, on est devenu maintenant, on a vu l'apparition d'acteurs non étatiques, on a les entités économiques et financières, bon, connaissez mieux que moi. On a au sein des États un mélange, parce qu'on est passé de le nombre d'États a été multiplié par 4, on est passé de 50 à 200. En gros, à la louche, là aussi approximativement, hein, avec des aspirations, des frustrations évidemment considérables, d'autres formations qui se montent, les BRICS, bon, tous les projets, toutes les idées menées, alors, qui peut se transformer en bloc. On n'est pas complètement, mais ça peut, hein, ça fait partie des questions. La complexité, autres acteurs non étatiques, les opinions publiques, les sociétés, soit à travers les ONG, à travers
les évolutions de la démocratie, aussi les élus locaux, par exemple, qui sont multipliés par rapport à 45. Il y a très peu d'élus locaux à 45, à part dans quelques pays. Aujourd'hui, il y en a des dizaines de milliers à travers le monde, hein, même s'il reste encore quelques pays. Bon. Et même d'autres entités non étatiques plus ou moins glauques, les mafias, des réseaux, hein, etc., qui existent. Hein. Donc, on a un monde beaucoup plus complexe, ça c'est clair. Je pense que dans ce monde, il y a aussi l'évolution des techniques d'information par rapport à l'intervention. Moi, je le vois de manière très contradictoire, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est source de danger, de nouvelles contraintes, et en même temps, c'est source d'expression. J'en parlerai ce soir. La caractéristique de toutes les technologies modernes d'information, pour moi, c'est qu'elles favorisent l'individualisation et donc potentiellement la possibilité d'intervention citoyenne. Potentiellement. Ah, voilà, C'est une voilà. vraie question. Hein, Ouais. voilà. C'est une vraie question. Ah, et je pourrais donner des exemples très concrets là-dessus sur les 20 dernières années. Hein. 2003, la guerre de Bush contre l'Irak, c'est le développement depuis 10 ans des paraboles, des télés, Al Jazeera, etc. Avec ça, les pays arabes, les opinions des pays arabes voient que dans les pays développés, il y a aussi des manifs contre la guerre et tout, c'est pas la guerre sainte contre eux. Schématise. Deuxième. Ça a été réprimé. Et oui, mais il s'est développé, et grâce en partie aux télé, grâce aux paraboles. Hein. Deuxième chose, Internet, mail, etc. Les grandes campagnes, la campagne contre les mines antipersonnelles, la campagne contre la guerre d'Irak aux États-Unis, c'est avec les mails, c'est avec Internet. Moi, je connaissais bien, j'avais rencontré deux ou trois fois un des responsables un des vétérans des manifs contre la menace de guerre en Irak de Bush. Il disait, il avait été un des responsables des luttes contre la guerre au Vietnam. Il a dit, en 3 mois, on a mobilisé un niveau, il nous avait fallu 3 ans pour la guerre du Vietnam, avec les lettres, avec le téléphone, voilà. Et dernière chose. Sur les mouvements, je suis d'accord, mais les résultats politiques sont catastrophiques. C'est un débat. C'est un débat. C'est un débat, là, je suis d'accord. C'est un débat. Et le dernier truc, réseaux sociaux. Il y a eu quelques exemples de manifestations ou de mouvements sociaux qui sont construits uniquement à travers les réseaux sociaux, à travers TikTok, à travers Instagram, etc. Par exemple, le mouvement des parapluies bleus à Singapour il y a 7-8 ans, hein, c'était fait uniquement par ça. Et dans un pays où pourtant, disons qu'il y avait une pression sur la démocratie. Donc, voilà, on est dans un monde complet. C'est pour ça, moi, la thèse que je défends, c'est qu'aujourd'hui, il faut reconsidérer autrement la globalité du monde. Il y a qu'en 1945, quand on crée les Nations Unies, c'est d'abord un compromis de puissance. Oui, tout à fait. Voilà, c'est un compromis de puissance entre les vainqueurs de la guerre. Et on crée des choses, je ne suis pas sûr qu'ils avaient conscience du truc qui montait. Et en fait, 50 ans après, si on réfléchit, on a construit une image qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais ils ont construit une maison commune, pour reprendre Gorbatchev, une copropriété commune, avec un règlement de copropriété et un conseil de gérance. Et on a ça. La question, c'est comment on le fait évoluer, comment on améliore, mais on se rend compte que de toute façon, en dehors de la copropriété, on peut sauter par les fenêtres, à part si on est copain avec Elon Musk et qu'on peut s'envoyer sur Mars, on ne peut pas, c'est le vide. C'est le vide. Hein. On est la planète, c'est la copropriété, les fenêtres, c'est le vide. Voilà. Très bien, merci Daniel. Merci. Donc, alors, je vous propose de prendre 1 minute ou 2 pour respirer, vous avez le droit.